On a tous connu ça, n'est-ce pas? Des groupes de travail qui réussissent des choses incroyables, qui ont des idées de génie, et puis d'autres qui, au contraire, s'enlisent et finissent par imploser. Alors on se demande, mais pourquoi? La réponse, en fait, elle n'est pas toujours là où on la cherche. La clé se cache dans un élément qu'on a tendance à oublier. On va explorer ça ensemble. On connaît tous cette sensation, cette réunion qui n'en finit pas, qui tourne en rond. Le groupe devient mou, ou alors, au contraire, hyper défensif. Chacun se protège, et on finit par se perdre dans des discussions qui ne mènent nulle part. C'est frustrant, parce qu'on se dit que tout ce talent, toutes ces compétences réunies, c'est du gâchis. Mais alors, c'est la faute à qui? Aux gens autour de la table? Eh bien non. Et c'est ça, la clé. L'erreur, c'est de penser que le problème vient des individus. En réalité, le souci, c'est pas qu'on manque de gens intelligents. C'est qu'il manque les bonnes conditions pour qu'ils puissent vraiment travailler ensemble, efficacement. Tout est une question de contexte, d'environnement. Et c'est justement là qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant. On pourrait se dire, facile, on met les meilleurs experts dans une même pièce et la magie va opérer. Sauf que c'est souvent le contraire qui se produit. Parfois, trop d'expertise, ça peut complètement paralyser un groupe. C'est ça, le paradoxe de l'apprentissage en groupe. Et on va voir pourquoi. En fait, dans n'importe quel groupe, il y a deux dynamiques qui s'opposent. D'un côté, on a l'énergie qui est focalisée sur la tâche, sur le problème à résoudre. C'est ce qu'on appelle la régulation épistémique. C'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on avance. Mais de l'autre côté, il y a le piège, la régulation relationnelle. Et là, l'enjeu, c'est plus de résoudre le problème, c'est de protéger son image, de ne pas avoir l'air bête. La comparaison sociale prend toute la place et l'apprentissage, il s'arrête net. Alors, comment on fait pour créer un environnement qui favorise la bonne dynamique? La clé, elle n'est pas dans une méthode miracle ou un nouvel outil à la mode. Non, elle est dans l'état d'esprit de la personne qui anime le groupe. La question n'est pas tant quoi faire, mais plutôt comment être. Et c'est toute la différence entre la compétence et la posture. Pour faire simple, la compétence, c'est la boîte à outils. Elle est remplie de méthodes, de techniques. C'est essentiel, bien sûr. Mais la posture, c'est l'artisan qui tient la boîte. Ce sont ses valeurs, sa qualité de présence, son authenticité. Et c'est cette posture, cette manière d'être qui donne vraiment vie aux outils et qui permet au groupe de se dépasser. Thierry Janssen le résume parfaitement ici. L'essentiel n'est pas dans les outils, mais bien dans la qualité de la présence et l'authenticité du contact. La façon dont la personne qui facilite se montre, sa manière d'entrer en relation, c'est bien plus puissant que n'importe quelle technique. C'est cette connexion qui donne au groupe la permission d'être vulnérable, créatif et au final vraiment performant. Bon, de l'état d'esprit, passons à l'action. Comment on crée concrètement cet environnement productif? La réponse, elle tient en deux mots qui sont absolument fondamentaux, la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est quoi? C'est cette conviction profonde, partagée par tout le monde, qu'on peut dire « je ne sais pas » ou « j'ai fait une erreur » sans avoir peur d'être jugé ou humilié. C'est se sentir assez en confiance pour prendre des risques, pour proposer une idée un peu folle, en sachant que le groupe est un filet de sécurité. C'est vraiment le socle de la confiance. La chercheuse Frédérique Rebethézé a même identifié 9 gestes clés pour construire cette sécurité. Des choses comme le non-jugement, l'authenticité. Mais le plus puissant de tous, c'est peut-être la capacité à co-construire le cadre avec le groupe. Ça veut dire que les règles du jeu, on ne les impose pas, on les crée ensemble. Et à ce moment-là, le groupe devient responsable de sa propre réussite. Et il y a une raison scientifique à tout ça. Quand on se sent menacé, même socialement, par une critique ou un regard, notre cerveau active son système d'alarme. C'est la réaction de lutte ou de fuite. Et ça bloque littéralement l'accès aux parties de notre cerveau qui servent à la réflexion complexe, à la créativité. Donc la sécurité, ce n'est pas un luxe, c'est une condition neurologique pour pouvoir penser ensemble. Mais alors que se passe-t-il quand cette sécurité est absente ou qu'elle est détruite? Très souvent, le groupe tombe dans un piège relationnel vieux comme le monde, le fameux triangle dramatique de Karpman. C'est un véritable trou noir relationnel qui aspire toute l'énergie du groupe. Dans ce triangle, il y a 3 rôles toxiques qu'on a tous un jour ou l'autre pu observer ou même jouer. Il y a le persécuteur, celui qui critique et qui rabaisse. Il y a le sauveteur, celui qui veut aider à tout prix, sans qu'on lui demande, et qui rend l'autre dépendant. Et enfin, il y a la victime, qui se sent impuissante et qui attend qu'on vienne la sauver. C'est une danse infernale dont il est très difficile de s'extraire. L'antidote pour sortir de ce jeu, c'est ce qu'on appelle la co-construction horizontale. L'idée, c'est que tout le monde est sur un pied d'égalité. On est là pour construire quelque chose ensemble, brique après brique. Le rôle de la personne qui anime, c'est d'être le gardien de cette horizontalité. De s'assurer que personne ne prend le pouvoir, en rappelant toujours une chose simple, la personne qui parle est l'experte de sa propre situation. Alors, si on met tout ça ensemble, la posture, la sécurité, l'horizontalité,
Quel est le véritable rôle de la personne qui facilite? Une métaphore, je trouve, l'illustre à la perfection. C'est ça. Le facilitateur, c'est un chef d'orchestre. Réfléchissez-y, le chef d'orchestre ne joue d'aucun instrument. Son rôle, ce n'est pas de produire le son. Son rôle, c'est d'écouter, de guider et de permettre à tous les musiciens de jouer ensemble pour créer une symphonie harmonieuse, quelque chose de bien plus grand que ce que chacun aurait pu faire seul. Et ce travail de chef d'orchestre, ça demande du temps. C'est un marathon, pas un sprint. Un groupe qui est bien accompagné évolue. La première année, c'est la phase de découverte. Les musiciens apprennent à s'écouter. La deuxième année, c'est la production. La musique devient plus riche, plus cohérente. Et au bout de la troisième année, on peut atteindre l'autonomie. L'orchestre est si bien accordé qu'il a de moins en moins besoin de son chef. Et le but ultime de tout ça, c'est de créer un collectif apprenant. C'est un groupe qui ne fait pas que résoudre des problèmes. C'est un groupe qui apprend, qui grandit. Le développement de chacun nourrit le développement du collectif. Et inversement, c'est un véritable cercle vertueux de croissance. Ce qui nous amène à une dernière question. Une question pour la route. Dans nos propres vies, que ce soit au travail ou ailleurs, à quel moment est-ce qu'on pourrait arrêter de vouloir jouer notre propre instrument plus fort que les autres pour plutôt devenir le chef d'orchestre qui permet à toute la musique d'exister ?